que j'invite professeur Jed Hatem à prendre la parole pour une communication portant sur une pièce de théâtre inédite d'Alexandre Nadjar intitulée Sartre dans le théâtre d'Alexandre Nadjar. Mais avant de vous faire passer la parole, j'aimerais bien dire quelques mots sur notre conférencier Jed Hatem. Il est professeur de philosophie, de littérature et de sciences religieuses à l'université Saint-Joseph de Beyrouth depuis 1976. Rédacteur en chef de nombreuses revues philosophiques, il est l'auteur de plusieurs publications sur la mystique comparée, dont Le voyage en terre astrale de Gibran et Gibran, Hiram aux Colombes, que j'ai eu le grand plaisir de lire. La mystique, telle que Jed Hatem la pense, présente, je le cite, cet avantage d'être expérimentale, grâce à quoi elle appelle la comparaison par la vertu de son vécu, écrit-il dans un entretien réalisé par Alexandre Nadjar à L'Orient littéraire numéro 550 en décembre 2018. Homme de lettres, Jed Hatem écrit aussi des poèmes dont Les Chants de cristal qui vient de paraître aux éditions Sayr al-Mashriq, des essais et des études dont Marx, philosophe de l'intersubjectivité, l'Harmattan 2020, le roman Druse, Amour interdit et visage divin, édition du Cygne 2014, Platon, l'enthousiasme et le désir en 2018, L'amour et l'extase, Proust, Recherche sur le mal, édition Horizon, etc. Voilà. À vous la parole, professeur Jed Hatem. Je vous en remercie. Merci à Madame Bogachiche. Cher Alexandre, Mesdames et Messieurs, Monsieur Béchara donne son nom à une pièce de théâtre d'Alexandre Nadjar, créée en avril 2019, de même qu'il prête ses talents à la composition d'un personnage fort sympathique. Notre homme est un professeur de philosophie à l'université Saint-Joseph. Comme je m'honore d'être dans le même cas, il m'a semblé opportun de lui consacrer les réflexions qui suivent. Ce qui en fait déjà un personnage de comédie et ce qu'il intègre à la glorieuse famille des Pangloss est son indéfectible attachement à Jean-Paul Sartre. Sa famille l'accuse d'en consommer à tous les repas. Il va et vient et toujours y retourne, dit-on. Bref, l'auteur de L'être et le néant, ouvrage qui trône sur son bureau, est son maître, jugé par lui comme un génie, et sa constante référence. Le malheur du disciple est qu'il ne fut jamais que l'homme d'un seul livre, comme il en fera l'aveu contrit. Il est normal pour un enseignant, et même recommandé, d'avoir un philosophe de prédilection, de même qu'un romancier ou poète de prédilection. Souvent c'est par une lecture, parfois inopinée. Pensons à ce que Nietzsche représente pour les jeunes gens avides d'émancipation intellectuelle. Donc c'est par une lecture parfois inopinée qu'une vocation est déterminée. Quelles que soient les fabuleuses découvertes qu'on fait tout au long de son parcours, une fidélité demeure à la pensée germinatrice. Je me souviens qu'à l'occasion d'un colloque sur Sartre organisé par l'Université de Tunis, à l'occasion du premier centenaire de sa naissance, un collègue algérien me fit la confidence que Sartre avait représenté la liberté pour toute sa génération. Il leur avait fait découvrir qu'on était condamné à être libre et qu'il fallait par ses choix engager sa personne et l'humanité. L'introduction de la philosophie du français au public de l'Université Saint-Joseph se fit à partir de l'an 1955 par les soins de René Habachi, dont le cours fut publié sous le titre « Philosophie chrétienne, philosophie musulmane et existentialisme », de façon à marquer les échanges entre une conception religieuse et métaphysique du monde et la nouvelle conception philosophique. Certes,
M. Béchara n'ignore pas qu'il existe un existentialisme chrétien. Et ce faisant, il ne fait que suivre une division proposée par Sartre lui-même dans son petit ouvrage intitulé « L'existentialisme est un humanisme ». Dans le dictionnaire philosophique que M. Béchara rédige à ses heures perdues, il propose la définition suivante du mot existentialisme. Je cite, courant qui postule que l'être humain forme l'essence de la vie par ses propres actions, celles-ci n'étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. L'existentialisme considère chaque personne comme un être unique, maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. Il existe des existentialistes chrétiens comme Kierkegaard ou Gabriel Marcel et des existentialistes athées comme Jean-Paul Sartre. Ça, c'est une notice de M. Béchara pour son dictionnaire, qu'il va laisser inachevé. Mais on aura remarqué deux améliorations introduites par M. Béchara par rapport à la conférence de Sartre, donnée en octobre 1945 et publiée sous le titre que vous savez, l'existentialisme est un humanisme. D'une part, Jaspers n'est plus mentionné parmi les existentialismes chrétiens, et donc, de la part de M. Béchara, ceci constitue une correction tout à fait nécessaire. Et d'autre part, Kierkegaard remplace fort heureusement ce même Jaspers dans la liste des existentialistes chrétiens. Même si la dénomination n'appartient pas à l'époque de Kierkegaard. Précisons que le personnage d'Alexandre Nadjar se range pour sa part parmi les athées, soit au plus près de son maître à penser. La reconnaissance de l'unicité de l'individu doit être propre à assurer la suprématie du qualitatif sur le quantitatif, en sorte de pouvoir faire le procès du on, c'est une catégorie de Heidegger, c'est-à-dire l'opinion commune qui s'impose indifféremment, donc de pouvoir faire le procès du on et de l'uniformité en général, qui est opinion de la masse, qui se glorifie de compter dans ses rangs ceux qui ont renoncé au droit de penser. Quand on dit, voilà ce qu'il faut faire, on dit ceci, on fait cela, c'est qu'on ne pense pas. Exister, c'est être une exception, tout en appartenant à la commune humanité, ne pas pouvoir être intégré dans un système au titre de rouage. Gilberte, la sœur de M. Béchara, se soucie beaucoup du camp des ratons, c'est une citation. Ce qui signifie que toute excentricité se voit laminée par l'opinion dominante. Elle n'aime pas Sartre, car il est subversif, c'est-à-dire il sort du centre. Ce que son frère reconnaît, son frère M. Béchara. Le marginal Albert, leur cousin, exclut de travailler pour n'avoir pas à s'aligner sur le général, bien qu'il n'entreprenne pas de renverser les fausses valeurs sociales. Il voudrait diriger, mais quoi? Et qui? Encore qu'il ne fasse rien pour cela, et ne pense qu'à sommeiller. Quant à M. Béchara, il est déconnecté des réalités pratiques de la vie quotidienne. La gestion de son compte en banque, l'abonnement du moteur, cela ne suscite pas son intérêt. Le décor est planté, une crise du général et de l'individuel. Le général, c'est l'opinion de tout le monde, et l'individuel, c'est l'exception. À la question qui suis-je dans la pièce, diverses réponses sont rapportées par la philosophie. Descartes avec le cogito, Pascal avec l'idée d'une dépendance vis-à-vis de Dieu, Freud avec l'inconscient. Je rappelle que ce sont des idées qui se trouvent dans la pièce de théâtre, dans une leçon que M. Béchara est en train de donner à une voisine. Arrivé à Sartre, M. Béchara opte pour définir, n'est-ce pas, qui on est, pour le regard d'autrui. Et je cite, « C'est le regard qu'autrui pose sur moi qui me constitue. » Une phrase lourde, de conséquences. Il est improbable que les sartriens confirment ce point de vue tel quel. Le philosophe
l'ego est constitué par la conscience irréfléchie, donc spontanée, laquelle est d'ailleurs parfaitement autonome. Autonome, c'est-à-dire autonome par rapport au regard d'autrui. Le terme de constitution, je rappelle la phrase, c'est le regard d'autrui pose sur moi qui me constitue. Okay? Le terme de constitution est un terme technique et relève du vocabulaire de la phénoménologie, notamment celle de Wicksell, en particulier à partir de l'année 1913, et dans ce qu'on appelle la phénoménologie transcendantale. C'est un terme essentiel. Okay? Alors que bon, dans la mouvance de laquelle Sartre s'était inscrit depuis 1934. Eh bien, ceci implique, okay, la constitution, la thématique de la constitution implique la transcendance de l'ego. Le mot transcendance n'a rien à voir avec la divinité. La transcendance, ça veut dire ce qui est constitué comme un corrélat de la conscience. Okay? Donc, ce n'est pas dans les fondements de la conscience. Et donc, voilà ce que on voit. Par exemple, je vois une table, une chaise. Okay? Ce sont des éléments de la transcendance. Okay? Ils ne sont pas constitutifs de ma conscience la plus profonde. Okay? Et l'ego, pour Sartre, okay, est également transcendant. Okay? Il n'est pas humain, il n'est pas inhérent au phénomène, à la réalité, pas au phénomène, à la réalité de la conscience. Alors, implique la transcendance de l'ego, ce qui revient à faire de lui un noème, c'est-à-dire un phénomène qui n'appartient pas à la couche absolue, immanente du psychisme. Je ne vais pas développer ce point de vue, il est de stricte philosophie du cerveau. Mais enfin, l'ego est une unité idéale, ça veut dire non réelle, de la série infinie des états de conscience. Je cite Sartre, le moi, c'est l'ego comme unité, comme des états et des qualités, comme unité des états. Donc, le moi est constitué, et lui, il est une unité, il n'est pas fondamental. Alors, pour donner partiellement raison à M. Béchard, il faut reconnaître que participe à la constitution du noème, non pas le regard d'autrui, ce qui est impossible, mais la prise de conscience que j'ai du regard d'autrui porté sur moi. C'est-à-dire, mon moi est entre autres choses constitué par la prise de conscience que moi-même j'ai du regard d'autrui. Autrui ne constitue pas mon moi, mais c'est un phénomène de la conscience qui, grâce à la transcendance de l'ego, va former l'ego à partir d'éléments du regard d'autrui. Donc, M. Béchard n'a pas entièrement tort de parler de constitution à cet égard. Okay. L'exemple qu'il fournit est très proche de celui de Sartre. Je cite la pièce, « Imagine que tu sors dans la rue et que tu glisses. C'est seulement lorsque tu te rends compte que quelqu'un t'a vu que tu ressens la honte. Tu n'as pas honte de toi-même, tu as honte de toi-même devant autrui. » Et donc voilà donc, l'importance d'autrui dans la constitution de l'ego. Dans l'être et le néant, celui qui observe par le trou d'une serrure ce qui se passe dans une autre pièce se découvre voyeur dans le regard de la personne qui le surprend dans cette posture indélicate. Et pour cela, il éprouve le sentiment de la honte. Il n'est pas seulement fixé dans ce jugement, il est changé, modifié par ce jugement. Et je cite Sartre ici, « Je suis soudain atteint dans mon être et des modifications essentielles apparaissent dans mes structures, voilà un mot extrêmement important, modifications que je puis saisir et fixer conceptuellement par le cogito réflexif. » Bon. Pour les personnes ici présentes qui connaissent Sartre, je tiens à dire que ça c'est une phrase tirée de L'être et le néant, c'est-à-dire de l'année 1943, peut-être écrite avant, mais le livre est publié en 1943. Sur un certain nombre de points, Sartre a pu évoluer. Mais le Sartre de M. Béchard s'arrête à l'année 1943.
il ne connaît ni les cahiers pour une morale, il ne connaît pas la critique de la raison dialectique, il ne connaît pas le Saint-Genet, comédien et martyr. Donc véritablement, c'est l'homme d'un seul livre, et ce livre-là est celui de 1943. C'est pourquoi bon, je ne cite aucun texte de Sartre postérieur à cette date. Pourtant, tous ces livres-là ont été publiés du vivant de M. Béchara. Je vais vous donner l'année de sa mort très bientôt. Puisqu'il n'y a pas d'ego immanent, j'ai parlé de la transcendance de l'ego, puisqu'il n'y a pas d'ego immanent, imperturbable sous tous les changements possibles, comme on le trouve chez Kant, par exemple, le jeu transcendantal, okay, je puis devenir honteusement voyeur, ça c'est l'exemple de Sartre, ou honteusement maladroit à mes propres yeux, ça c'est l'exemple de M. Béchara. Comprenons que l'effet intériorisé du regard d'autrui entre dans la constitution de l'ego et du monde approprié à la subjectivité. Donc là, je confirme la constitution. Qu'il ne soit qu'un ingrédient parmi d'autres ne modifie pas l'essentiel. Donc il n'y a pas que le regard d'autrui, il y a d'autres éléments. Sartre a parlé des états de la conscience. Si le moi se définit par la conscience de soi, ce ne peut être que par la totalisation de toutes les intentionnalités, de tout ce que j'ai visé, et parmi elles, okay, de l'image de soi perçue par la médiation d'autrui. Ici, je n'ajoute rien par cette dernière phrase. Que vienne par exemple, à la connaissance de M. Béchara, le jugement que la jeune Lamia porte sur lui. Je cite, c'est un type coincé, moche, mal fichu, avec ses bretelles et ses lunettes épaisses. Et en plus, il porte des sandales. Voilà donc l'opinion de Lamia sur un philosophe professeur à l'université Saint-Joseph. Eh bien, sa perception de soi se modifierait nécessairement quand il n'aurait qu'à révoquer en toute pareille appréciation ou ne lui opposer que le mépris pour aller de l'avant. Okay? M. Béchara peut juger tout à fait méprisable d'une telle caractérisation, mais ça le touche. Ça le touche et donc l'image qu'il a de lui-même va être modifiée. Et on le voit par la suite, parce qu'il va s'occuper de prendre un bain un jour où il ne prend pas le bain, il va s'activer pour pouvoir plaire à une dame dont je vais parler bientôt. C'est que la négation laisse une trace que l'oubli ne saurait recouvrir. En outre, la formulation n'est pas innocente. M. Béchara est célibataire. Et, bon, voici pour l'état civil. Pour Lamia, il fait partie de l'engeance des vieux garçons qu'elle n'aime pas. Et là, ça c'est une image dévalorisante. De même, d'Albert, sa cousine Gilberte, dit qu'il est un âne. M. Béchara fait à peine mieux qu'il lui décerne le titre de Oblomov, qui est le fameux amorphe du roman de Goncharov. Sur Loulou, la voisine, on porte un regard qui n'est pas amer, je cite, très belle mais délurée. Et c'est à se demander si la beauté, laquelle ne fait pas moins que la laideur l'objet d'une justification, n'intervient pas ici comme un motif supplémentaire de réprobation, au point de multiplier les sujets de plainte à son égard. Un terme pour la désigner, artiste, devenu péjoratif dans nos pays, ou encore roqasa, okay, à la libanaise, c'est-à-dire danseuse. Également un terme péjoratif dans certaines bouches. Mais n'est-elle pas davantage? Par exemple, une femme dont le mariage est en crise et qui, par un cet aspect, rappelle la Lulu de Sartre, celle de la nouvelle d'intimité qui se trouve dans le mur. Certains s'acceptent tels qu'ils sont vus par autrui, en sorte d'assumer parfois ou toujours, cela dépend qui est cet autrui et quel est mon rapport à lui, okay? D'assumer parfois ou toujours une nature factice. Mais d'autres s'insurgent précisément là contre et vont jusqu'à rejeter ce qu'il y a de vrai dans l'image
qui leur est renvoyé. Donc il y a ce qu'on peut appeler psychanalytiquement une délégation. Je ne reconnais pas cette image, ce n'est pas moi, etc. Mais en disant ce n'est pas moi, j'ai déjà changé. Il y a déjà une modification parce que je vais travailler sur mon ego en fonction de cette image. Revenons à l'imputation de vieux garçon. Le commissaire, donc un policier, assène au professeur la même expression de vieux garçon, ce qui d'ailleurs semble adéquat, car le bonhomme compte 64 ans d'âge. Donc maintenant on a appris quel est l'âge de M. Béchara. Et c'est ce qui en fait un personnage de comédie. Vous allez voir pourquoi. Et ce dernier de se défendre. Disons que je suis encore célibataire. Et donc voilà, de quoi être amusant. S'il est encore célibataire à 64 ans, c'est à se demander quand est-ce qu'il va prendre le coraux par les torts. Non seulement le terme neutre éprouvé, le terme neutre célibataire, mais il est également assorti d'un adverbe, encore, qui est propre à maintenir vivace les possibles. Celui du mariage d'abord, celui du choix d'une femme plutôt qu'une autre. Et donc ça, c'est un possible, le mariage. Et un autre possible, il peut choisir une femme parmi d'autres, bien, plutôt que celle-ci. Ceux qui lui accolent l'étiquette de vieux garçon lui ferment l'horizon, ou du moins lui ferment une perspective essentielle. Or, selon l'existentialisme bécharien y compris, chacun est maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. C'est dire que l'être parfaitement au passé et par là sans horizon ne se rencontre effectivement qu'avec l'état de mort. Les clichés sont de nature à figer le mouvant, en quoi consiste la vie et le flux de la conscience. Le flux de la conscience, la vie, sont du mouvement. Le terme est bergsonien, mais tous ces gens-là ont lu Bergson, Sartre le premier. Sartre est un pervers, d'après le jugement de Gilbert et d'autres, parce que, suivant la presse à scandale, il disposait de 7 maîtresses à la fois. Je n'ai pas enquêté pour savoir si cette allégation était fondée. Mais c'est la presse à scandale, et donc elle peut multiplier les maîtresses de M. Sartre. Il disposait de 7 maîtresses à la fois. M. Béchara lui-même souffrit lorsqu'il assène sentencieusement à son paresseux cousin l'admonition décrétant que quand les philosophes s'expriment, les bons ariens se taisent. Et les bons ariens, c'est son cousin après. Alors, en disant les bons ariens, il le fige. Lui aussi, où est le mouvement? Il n'y a plus de mouvement. Le figé ici est du genre de la persona, sorte de Jung, c'est-à-dire du masque social de l'individu. Ce masque qu'on endosse comme une façade, sorte de compromis entre l'individu et la société, pour un rôle ici d'intellectuel. Donc voilà ce qu'est M. Béchara. Il est philosophe et donc il est figé dans cette image, c'est un masque. Lui-même, il le porte volontiers, mais on le lui fait endosser également. L'ironie est que les gens du commun estiment de manière générale que le philosophe est lui-même un bon arien. M. Béchara estime que Albert est un bon arien, mais les gens, en principe, et en général, considèrent qu'on ne sait pas à quoi sert la philosophie. Est-ce que la philosophie sert à quelque chose? Est-ce qu'elle doit servir à quelque chose? C'est une question extrêmement grave, parce que la philosophie s'interroge toujours sur sa vocation et sa condition, et on dit, bon, les philosophes sincères. C'était sans doute l'opinion de la représentante attitrée des gens du commun, la dénommée Xanthi, qui n'était autre que l'épouse de Socrate. Elle considérait que son mari était un bon ami. La question est de savoir si le sartrisme du personnage, M. Béchara, ne finit pas par constituer une persona en bonne et due forme, surdéterminant celle de professeur d'université. Donc nous avons le professeur, ensuite une autre persona qui est le sartrisme. Manière de superposer à la fonction une vision du monde propre à trouver
toutes sortes de réponses aux questions existentielles. Et donc, le philosophe sartrien a réponse à tout. Et donc, s'il a réponse à tout, à partir du système de Sartre, c'est que lui-même, il est, non pas dans le mouvant, mais dans le fixe, okay, dans l'immuable. Il a son système, il a cette totalité, et voilà qu'au lieu de s'adapter à la vie et aux problèmes que pose chaque jour la vie, il a une réponse, on va dire, stéréotypée. Mais en laissant de côté tout ce qui concerne le cosmos dans son agencement parfait, ainsi que la théologie rationnelle, okay, c'est de quoi s'occupe la théologie rationnelle, okay, on possède un trousseau de clés assez fourni pour ouvrir bien des serrures récalcitrantes qui touchent à l'humain. Okay. Le champ de Sartre est uniquement l'anthropologie. De quoi scandaliser Gilbert, qui adresse à Sartre le blâme d'avoir un avis sur tout. Par exemple, la liberté, le désir, les artistes aussi. Occasion ici, sans égard pour le professeur, son frère, de faire usage de l'infamant verbe. Je le qualifie de libanais, mais je ne sais pas s'il est en usage en Algérie. Je crois qu'en Algérie, on respecte davantage la philosophie. C'est Yestfalsaf, ou bien Yatafalsaf. Alors, Madame Bourachiche m'opine de la tête, et malheureusement, c'est un verbe qui existe également à Constantine et peut-être même à Oran. Alors, je l'ai traduit par le terme « il philosophaille ». N'est-ce pas? Pas Yatafalsaf, c'est pas « il philosophe », parce que quand les philosophes arabes du Moyen-Âge, okay, Yatafalsafoun, c'est de la vraie philosophie. Mais quand les gens du commun disent celui-ci, il fait de la philosophie, on ne peut pas utiliser le même verbe. Alors j'ai inventé le mot « il philosophaille », c'est-à-dire, il dit n'importe quoi, c'est-à-dire, il s'exprime en paradoxe, on ne comprend pas ce qu'il raconte, c'est-à-dire, il complique les choses les plus simples, ou le pire de tout, et c'est paradoxal, il énonce des sophismes. Pourquoi c'est paradoxal? C'est parce que précisément la philosophie s'est développée contre les sophistes. Bon, on connaît l'histoire de la philosophie, Socrate, Platon ont été les ennemis des sophistes. Alors, on dit donc que quelqu'un énonce un sophisme, on dit, bon, il fait de la philosophie. Bon, ça c'est très malheureux, mais en fait c'est comme ceci, et je crois que l'auteur de la pièce a eu tout à fait raison de faire usage de ce terme et de montrer quelle est la haute et la basse opinion simultanément que les mêmes personnes peuvent avoir à l'égard du philosophe. Haute opinion, basse opinion, ou bien de la philosophie, pour être plus exact. Comme l'ego est constitué, il n'est pas assuré de lui-même et pour cela requiert confirmation, tant par son reflet dans un miroir, pour se regarder dans le miroir, pour voir exactement qui on est, que par l'appréciation d'autrui, c'est le fameux regard. Entiché de loulou, sa voisine, M. Béchara demande à sa sœur, après avoir pris un bain hors de saison, parce qu'il prenait une fois par mois, et ce n'était pas le jour, s'il peut encore plaire aux femmes. Un âge qu'on pourrait dire plus que canonique. Les gens me montrent parfois du doigt, ils se moquent de mon style. Bon. Et de demander également, okay, tu crois que je devrais changer mon apparence? Et donc, l'importance de l'image, n'est-ce pas, dans la pièce. Il finit par acquérir la conviction qu'il a besoin de s'y employer vigoureusement. Il était invisible, et voici qu'il doit faire en sorte de se rendre visible par l'habit et par la manière. Il est donc si figé qu'il ne puisse se renverser dans son contraire. Par exemple, le philosophe en ton juant, parce que maintenant il veut séduire la dénommée loulou. Et encore mieux, si une base est commune entre les contraires, et entre philosophe et bon à rien. Okay? On peut, du jour au lendemain, le philosophe qu'on était, devenir bon à rien. Et j'espère aussi que du jour au lendemain, bon à rien, on peut devenir philosophe. Donc rien n'est donc si figé qu'un passage d'un contraire à l'autre soit interdit.
En effet, il suffit de rien pour que le valeureux M. Béchara, honneur de sa famille et diplômé de la Sorbonne, se retrouve soudain catalogué parmi les fainéants. Katlan, il y a Béchara. J'espère que ce n'est pas Oblomov qui t'a contaminé. Bon, je n'ai pas besoin de traduire. Moi, je traduis pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'arabe. Kaslan, ça veut dire tu paresses. Ok? Oh, Béchara, etc. En réalité, Albert est ici innocent. Ce n'est pas lui qui provoque la rêvasserie de M. Béchara, c'est Loulou. C'est elle qu'il faut incriminer. Car le digne homme, dont l'âme est restée comme dit, tombe amoureux d'elle et commence à composer en son honneur des poèmes. Bon, ça, il n'y a pas pire dégradation pour un philosophe de se mettre à composer des poèmes pour une dulcinée du dimanche. Le nom de la danseuse et la mutation de M. Béchara, parce qu'il va changer comme ceci du tout au tout, okay, ne sont pas évoqués, vous en rappelez, le roman de Heinrich Mann, intitulé Professeur Unrat, adapté au cinéma sous le titre de L'Ange bleu, avec Marlène Dietrich, n'est-ce pas, vous connaissez ce film. Les deux, dans le roman, elle répond au nom de Lola, qui devient dans le film Lola Lola, okay, alors que dans la pièce de théâtre, elle s'appelle Loulou. Ce n'est pas très éloigné. Et chez Sartre, donc, elle s'appelle Lulu. Bon. Apparemment, ce sont des sonorités assez intéressantes. Le clin d'œil d'Alexandre Najar ne s'arrête pas là. Les deux professeurs, parce que dans L'Ange bleu, c'est un professeur d'anglais dans un gymnase, les deux professeurs sont hébétés, c'est le terme de la pièce, dans la pièce de Najar, sont hébétés devant le numéro de l'artiste. Le renoncement à l'enseignement vaut reconnaissance de la supériorité de l'art. La chose est carrément dite dans la pièce, et cela dans la bouche même du philosophe. Je cite, tu sais que les danseuses sont supérieures aux philosophes. Regardez, donc ce renversement total, okay, upside down, okay, donc c'est ce que Origène, le grand-père de l'Église, appelait le sacrifice de l'intellect. Ce n'est pas le sartrien en tant que penseur qui s'exprime ainsi. Non. Mais c'est le sartrien ayant élu la femme légère, mais non moins fatale, qui, je cite, fait tourner toutes les têtes. Bon, faire tourner toutes les têtes, c'est fort intéressant, parce qu'il y a dans ce retournement l'idée même d'un renversement, et donc le passage du philosophe au poète ou du philosophe au bon ami. Je vous laisse le choix entre les deux formules. Bien. Il y a en effet à préciser que notre Loulou ne fréquente pas seulement le cabaret de l'Ange bleu, elle descend aussi en droite ligne de celle dont la danse permet de trancher le col de Jean-Baptiste. Et donc voilà un personnage que Alexandre Najar apprécie particulièrement. Car Salomé est le véritable nom de Loulou. Loulou, c'est Ismaël Haraki, n'est-ce pas? C'est son nom d'artiste. Okay? Elle s'appelle Salomé, comme celle qui a contribué fortement à couper la tête de Jean-Baptiste. Il lui siérait bien de s'attacher à un philosophe, car, dit-elle, les femmes adorent les intellectuels. C'est parfait. Loulou prie son dernier admirateur de lui donner des leçons de philosophie, bien que mieux que lui, elle soit existentialiste en actes. Outre que sa doctrine est le carpe diem, compris comme un devoir de profiter de la vie et de jouir de chaque instant, c'est elle qui utilise la formule latine d'Horace. Elle semble, aux yeux de l'existentialiste, qui n'est que théorique, M. Tchara, être capable de tout faire. Et pas seulement le tutoyer sans crier gare. Or, si Dieu n'existe pas, redit Sartre après Dostoïevski, tout est permis. Et donc, on peut tutoyer M. Tchara, on peut faire de lui ce qu'on veut. Ce qui renvoie chacun à sa responsabilité face à un avenir vierge. Ce que M. Tchara sait parfaitement quand il écrit que, je cite, la liberté est absolue, dans la mesure où c'est elle qui décide du sens à donner aux contraintes. En fait, nous sommes une liberté qui choisit, mais nous ne choisissons pas d'être libres,
nous sommes condamnés à la liberté. Or, voici qu'après avoir depuis longtemps emprunté le chemin difficile et souvent ingrat de la philosophie, notre personnage a fait un nouveau choix. Il dit ceci: j'ai décidé de vivre. Est-ce un simple tournant ou carrément une rupture? Disons d'abord que la mise en application de l'adage primum vivere deinde philosophari, premièrement vivre, ensuite philosopher, n'induit pas une nécessaire rupture de la philosophie pouvant éclore sur le terrain de la vie intensément vécue. C'est-à-dire, premièrement vivre, ensuite philosopher, comme on peut faire de la philosophie, après avoir vécu ou pendant qu'on vit. Et le faisant d'autant mieux. Mais il faut également reconnaître que le tournant peut être mal négocié et que cela peut conduire à la rupture. L'homme, dans le philosophe, est à même d'investir toute la place et d'évincer le philosophe. L'homme dans le philosophe est susceptible d'investir toute la place et de chasser, d'évincer le penseur, le philosophe. Mais si c'est bien là ce qui arrive à M. Béchara, ce n'est pas l'opinion de Sartre telle qu'elle s'exprime dans l'au-delà. Voilà ce que dit Sartre, parce que vous allez découvrir que Sartre a survécu et se trouve dans l'au-delà. Et paradoxalement, aussi un autre paradoxe, il est au paradis. Je cite: la philosophie n'est pas seulement dans les livres, la philosophie est aussi un art de vivre. À quoi bon écrire sur le bonheur si on ne sait pas être heureux? Alors on peut dire que Sartre est un existentialiste comme le loup. Mieux qu'il ne l'était où il amassait livre sur livre, et par exemple son livre sur Flaubert fait 2000 pages, son livre sur la critique de la raison dialectique fait 1500 pages, et ainsi de suite. Alors, il n'est pas seulement dans les livres. Disons que la philosophie s'avère également une sagesse pratique. Sur un point, le Sartre trépassé rejoint l'épicurisme de Loulou. Mais alors qu'elle imaginait qu'il convenait de jouir de chaque instant, le Sartre nage à rien, bien que la vie n'est qu'un instant. Donc, elle, il faut jouir de chaque instant, lui, la vie tout entière n'est qu'un instant. Ce qui signifie la décision du bonheur, ne saurait être à genoux. Après cette armée de beaucoup de volonté, M. Béchara a engagé de fortes dépenses pour améliorer son aspect et s'est fait en outre imprudemment gruger par lui. Pour sa défense, je suis libre. Ce que Gilberte, dont la sévérité n'est pas impartiale, prend pour une profession de sartrisme. Tout ça, dit-elle, c'est à cause de Jean-Paul Sartre. Il t'a complètement transformé. Alexandre Lajar fait un aveu dans une interview qu'il y a un avocat de la défense qui a allégué que son client avait été influencé et mal influencé par Sartre. Et le magistrat s'est moqué de lui en lui disant: alors donc c'est Sartre qui est le coupable. Bien. Alors, la liberté qui s'attribue une nouvelle image de soi fondée sur l'acte libre plutôt que sur la convention. M. Béchara a dit: je me fous de ce que pensent les gens. Combien impossible? Que dire de la société et de la situation? Que ferons-nous du croisement des déterminismes sociaux et des devoirs? Le bon sens de la philosophie pré-existentialiste dira avec Gilbert: on n'est pas libre quand on vit au milieu des autres. Donc ça, c'est pas ça, ça c'est avant ça. Ou c'est le Sartre de la critique de la raison dialectique. M. Béchara profite du dernier mot, les autres, pour sortir une parole qu'il estime libératrice, la sentence de huis clos que tout le monde connaît, l'enfer c'est les autres, et qui s'applique au lointain comme au prochain. Évidemment, le loup n'est pas l'autre, elle est l'unique. Et donc les autres, c'est à partir de sa sœur, de son cousin, c'est toute l'humanité qui l'empêche de rejoindre le loup. Parole libératrice, mais qui ne sert qu'à le livrer à Salomé, pieds et poings liés, toute vergogne abandonnée. Il aurait pu conjuguer liberté et autosuffisance en illustration du proverbe libanais que Lajar rapporte par ailleurs: Fallah Bikfi Sultan Mkhfi. Un paysan qui se suffit à lui-même est un sultan caché. Mais il préfère, comme Don Quichotte,
également cité par Najat, aventurer sa vie pour célébrer sa liberté, les langues de la langue avaient ajouté l'honneur. Or, il y a de fortes chances que M. Chara soit en train de perdre le sien. En termes jungiens, la personne a été branlée par l'émergence de l'anima, qui est la composante féminine de l'inconscient masculin, et qui est le pôle opposé à la personne. Le moi qui s'était identifié à sa personnalité artificielle, M. Béchara est professeur de philosophie, vacille sur la poussée de potentialité affective surexcitée trop longtemps et comprimée qui chercheront à s'imposer par phénomène de compensation. Au final, une de ces inclinations est en opposition à une autre. L'anima trouve à se projeter sur une Lola Lola ou une Loulou et se plaît à malmener avec ses chants de sirène et ses ambiguïtés de mélusine, le moi désormais dominé par une contradiction nuisible à sa quiétude. Que reste-t-il du philosophe? Peu de choses maintenant qu'il est assujetti à une hypostase de son inconscient, c'est-à-dire l'anima. Et bientôt, rien, peu de choses, et maintenant rien, lorsque poussé par la folie d'amour vers une femme qui ne lui convient guère, il sombre dans l'alcool et violente celle qui a repoussé ses avances après s'être moqué de lui. Mais voici qu'elle est découverte étranglée. L'amoureux est conduit à le ferme soupçon de n'être pas étranger au drame. Quant à l'homme rationnel, c'est-à-dire M. Chara, l'homme rationnel, il ne fait retour que post-eventum, refroidi. Il dit « Je suis responsable de ce que j'ai commis et je dois l'assumer, point ». Un philosophe qui se respecte n'a pas droit à la dérobade sous prétexte de délire passager. Écoutons le maître. L'existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion. C'est ça qui parle. Ne pensera jamais qu'une belle passion est un torrent dévastateur qui conduit fatalement l'homme à certains actes et qui par conséquent est une excuse. Il pense que l'homme est responsable de sa passion. Et donc M. Chara, en bon sartrien, même s'il croit avoir étranglé, ce qui n'est pas le cas, même s'il croit avoir étranglé Loulou en état d'ébriété, et sans aucun souvenir de son acte, se considère comme responsable de son acte. Sartre l'affirme. Ce n'est que dans un moment de faiblesse que M. Chara acceptera qu'Albert soit accusé à sa place, bien qu'en réalité innocent du crime qui a été perpétré par le mari de Loulou. Il pense avoir les mains sales, encore une réminiscence sartrienne, et se suicide. Et alors, j'ai la date de suicide, ce doit être en 2018. Pourquoi j'ai la date de suicide? Parce que quand M. Chara se présente chez Saint-Pierre, Saint-Pierre voit venir Charles Aznavour. Donc j'ai vérifié, puisque je n'ai pas la date de la mort de Charles Aznavour, et c'est bien en 2018. Ça c'est pour votre culture générale, nous avons la date de la mort de M. Chara. Et donc nous savons quel ouvrage de Sartre ont été publiés par la suite, bon beaucoup et tout. Et donc pour se retrouver par la magie de l'auteur, à la porte du ciel, où il croisera ces deux idoles. Une idole d'intellect, Sartre, et une idole de chair, Loulou. Donc il va retrouver les deux personnages. Le ciel est un horizon ouvert, alors que le suicide de l'athée, en tant qu'il est destruction de la conscience et de la liberté, constitue l'individu comme une chose. Et dans ce cas précis, comme une entité éternellement coupable, puisqu'elle n'a pas le loisir de modifier le jugement porté sur elle, ou de s'amender. Bref, ne règne pas au paradis la vanité des vanités, et ne règne pas non plus au paradis le principe d'identité qui commande à l'en-soi, c'est-à-dire qui fige les individus dans des blocs. Dans quelle mesure M. Béchara peut-il demeurer sartrien dans l'au-delà? Je vais bientôt terminer. Le Sartre qu'il y rencontre laisse lui-même tomber un élément essentiel de ses convictions, puisqu'il est forcé de reconnaître l'existence du bon Dieu, et avec lui, le pouvoir de conversion. S'il y a un ciel, Sartre lui-même doit abandonner son athéisme. Quant aux autres idées fondamentales, de même que ses conquêtes féminines, elles ne semblent pas avoir été de nature à lui interdire l'accès au ciel, où il parade avec son cigare. Donc,
cette maîtresse, ça n'empêche pas d'aller au paradis. Je crois qu'on peut répandre cette bonne nouvelle à partir de ce colloque. Est-ce grâce divine ou vénialité des péchés, hein, vénialité ça veut dire péché véniel. En outre, il est légitime de se demander si on ne devient pas meilleur dans le monde meilleur qu'est l'au-delà. Loulou et M. Béchara se retrouvent au paradis. Qu'en est-il du huis clos infernal? Il ne semble pas finalement que l'enfer ce soit les autres. Au moins que, à la toute fin, Sartre invite Loulou à dîner sous les yeux effarés dans le texte, de son disciple, c'est-à-dire M. Béchara, qui tend le bras vers elle, mais évidemment, Sartre est plus intéressant que M. Béchara. Le tort de M. Béchara, un des torts de M. Béchara, outre qu'il est moins intelligent que Sartre, c'est d'être le disciple de Sartre. Tellement la femme qui a des intellectuels va préférer le modèle à la pâle copie. Alors, M. Béchara, brusquement chassé de son monde supérieur, restera sartrien jusqu'au bout, car Sartre est son enfer. Donc l'enfer n'est pas les autres, mais Sartre est son enfer. Je vous remercie de votre attention.